Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 22e numéro du Bistrot Allez le LOSC, saison 2, l'émission qui est réalisée par des supporters, ceux du Doc du Net et du site Allez le LOSC, pour les supporters. Une émission qui revient sur l'actualité chaque semaine, habituellement c'est le mardi. Cette semaine, c'est mercredi parce que la plupart des piliers présents ce soir étaient présents hier à Londres et vous étiez présents devant vos écrans ou peut-être dans la tribune supporter. Et donc, nous avons décalé ce rendez-vous au mercredi pour être proche de l'actualité. Cette émission, vous le savez, elle est diffusée en direct sur la page Facebook du Bistrot d'Allez le LOSC et également sur le groupe Allez le LOSC, le groupe Facebook, et elle sera diffusée en replay dans quelques heures sur votre chaîne préférée, la chaîne du Bistrot d'Allez le LOSC. À ce sujet, je vous rappelle que vous pouvez liker ces médias, vous pouvez les partager et surtout vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater de l'actualité de votre podcast préféré. Alors, au sommaire, cette semaine, pour évoquer l'actualité du club, nous reviendrons très rapidement sur le match de championnat du week-end dernier, donc le LOSC qui s'embourbe dans le piège messin. Ensuite, nous nous attarderons d'une façon beaucoup plus précise et beaucoup plus longue sur le match d'hier, donc le choc contre Chelsea à Londres. Et enfin, nous terminerons cette émission en évoquant le prochain rendez-vous du club, un rendez-vous important dans la course à l'Europe, un rendez-vous à Lyon dès le week-end prochain, donc dimanche soir. Donc vous avez ce soir une équipe de piliers du bistrot. Alors, certains sont fatigués parce que les 2 jours à Londres ont été très, très difficiles. Il y a eu le match qui était difficile, mais l'avant-match et l'après-match, c'était quand même pas mal. Et on est tous revenus d'ailleurs assez tardivement en Eurostar. Donc, on n'a pas eu beaucoup de temps de préparer l'émission. Mais d'un autre côté, vous avez une partie de l'équipe qui est restée sur l'île et qui a pu faire le travail à notre place. Donc, on devrait s'en sortir et les débats devraient être aussi enflammés que l'ambiance dans la tribune de Stamford Bridge hier soir, dans la tribune lilloise, bien sûr, parce que les Anglais, on y reviendra, c'était pas terrible. Donc voilà, donc vous avez en invité, en pilier de bistrot, bon, on va commencer par le plus jeune d'entre nous, c'est Baptiste de la page Breaking Dose, donc bonsoir Baptiste. Bonsoir François, bonsoir à tous. Nous avons Christophe qui nous rejoint en sortant à peine de l'Eurostar. Bonsoir Christophe. Bonsoir François, bonsoir à tous. Vous reconnaissez Gildas qui est présent ce soir. Bonsoir Gildas. Bonsoir François, bonsoir à tous et bonsoir à tous les auditeurs. Vous voyez également un habitué, Julien Détoc de Paris. Bonsoir Julien. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère pas m'endormir avant la fin de l'émission. On fera en sorte que ça n'arrive pas. Et vous avez un visage que vous ne connaissez peut-être pas. En tout cas, c'est la première fois qu'il participe à l'émission. C'est notre invité. Il s'appelle Mathieu Philippe. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Bonjour aux auditeurs et merci pour l'invitation. Alors, pourquoi nous avons invité Mathieu ce jour? Mathieu est boulanger. Il est responsable d'une boulangerie qui s'appelle la boulangerie Mathieu. Quel hasard, quelle surprise. Et en fait, la particularité, c'est d'abord, il est supporter du LOSC, on le voit son maillot, et surtout, il a créé pour l'épiphanie des fèves dédiées finalement au LOSC, avec représentant le maillot du club. Alors, je vais tenter un effet spécial. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais vous savez que je suis un spécialiste de la technique, donc je vais vous montrer les fèves. Normalement, vous les voyez. Oh, la classe. Je ne vous demande pas des applaudissements. Il a mis du budget, il a mis du budget. Mais on a mis effectivement du budget dans l'émission, c'est vraiment remarquable. Ça continue comme ça. J'ai Steven Spielberg qui m'appelle sur le meeting. Il me demande si je peux participer au prochain Jurassic Park. Avant, c'était pour faire le dinosaure. Maintenant, c'est peut-être pour faire les effets spéciaux. On verra bien. Alors, Mathieu, avant de te poser des questions pour te connaître un peu mieux, tu ne le sais peut-être pas, mais nous avons une tradition au bistrot d'Allez le LOSC. Cette tradition, c'est la question à la con. En fait,
chaque invité, nous posons une question qui est complètement stupide, à laquelle l'invité n'est pas forcément obligé de répondre, mais il peut, c'est son choix. Et pour toi, nous avons trouvé cette question. En tant que boulanger et inventeur des fèves dédiées au LOSC et à ses maillots, et supporter du LOSC, bien sûr, tu as certainement regardé le match contre Chelsea. Est-ce que tu penses que la qualification du LOSC en quart de finale de la Ligue des Champions, ce ne sera pas du gâteau? J'avais prévenu, tu n'es pas obligé de répondre. Bon, on est toujours fort à domicile, non? Voilà, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Alors, rapidement pour faire connaissance, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ces fèves dédiées au LOSC? Alors, je sais que tu es supporter du LOSC, tu fais partie des sponsors du club. Ouais. Comment est né, en fait, comment sont nées ces fèves? Bah, en fait, c'est en 2000, donc il y a maintenant 3 ans, période épiphanie au stade, en parlant avec des copains autour d'une bière après un match, où l'idée est venue, bah tiens, ça pourrait être sympa de faire des fèves autour du LOSC. Alors la première idée, ça aurait été de faire des fèves avec les joueurs historiques du LOSC, ce qui est un peu compliqué avec les droits d'image et ainsi de suite. Et du coup, est venu rapidement en fait de choisir 10 saisons historiques, parce que les fèves, les séries de fèves en fait fonctionnent généralement par 10. Donc de choisir 10 saisons historiques, ce qui a vécu un peu de soirées et de mails sympas, de discussions et autres par rapport aux meilleures saisons. Et du coup, voilà, prise de contact avec le club. Et puis voilà, après, ça se fait un peu facilement, normalement. Et puis, bah, c'est quand même toujours sympa quand on peut lier le boulot avec le plaisir, quoi. Et puis avec la passion qui nous anime, quoi. Alors, l'épiphanie est passée. Une question, est-ce qu'on peut se procurer ces fèves? Alors, on a vu la forme avec, je ne sais pas si vous voulez que je vous recommence l'effet spécial. Hein, Oui, allez, s'il te plaît, oui, on voulez l'attend. vraiment? Oui, Vous voulez vraiment, vous êtes François, sûr? Oui, Allez. oui. Vous voyez, Oh 10 mon fèves. Dieu, c'est Non, magnifique. elles- Oh. Il y a même le elles maillot sont de magnifiques. l'Ajax, c'est formidable. 6 fèves sous forme de coffret. Comment on peut se procurer ce coffret? Est-ce que c'est dans tes 3 boulangeries, donc je crois que c'est M, Marc-en-Barœul ou Lille? Ouais, On laissera toutes les coordonnées sur les réseaux après l'émission. merci. Comment on peut se les procurer, en fait? Bah, il suffit en fait de prendre contact avec nous, hein, dans une de nos boutiques, par mail ou par téléphone. Il nous reste des coffrets, justement, on en a gardé, parce que bah, il faut changer. Ça fait déjà 2 saisons qu'on le fait. Bon, cette année, c'était vraiment la gloire, puisque j'ai pu mettre en fait le logo sur le maillot, ce qui n'était pas le cas la première année. Et du coup, j'en ai commandé un peu en plus pour garder dans les années à venir pour les supporters lillois et les clubs de supporters, ou ainsi de suite, qui veulent passer des commandes même par la suite. Voilà, j'avais commandé un petit peu plus de fèves pour justement Combien ça coûte, hein? faire plaisir à tout le monde. Là, le coffret de fèves est à 35 €. Là. D'accord, 35 €. Alors, il est à 35 €, mais le bistrot d'Allée-le-Losc peut vous en offrir un coffret. Ouh là là. Et il y aura une question, vous savez, mais des questions très difficiles, qui sera posée dans le courant de l'émission, et vous pourrez répondre sur les réseaux sociaux, d'ailleurs au même endroit, où vous pouvez faire vos commentaires, et où certains ont déjà commencé à nous poser quelques questions, essentiellement d'ailleurs sur notre retour de Londres. Donc on vous rassure, tout se passe très bien, et on tiendra le choc jusqu'à la fin de l'émission. Merci pour ces précisions, Mathieu. Et je propose de passer à la première partie de cette émission. Donc, retour sur le match de championnat contre Metz. Le LOSC s'embourbe dans le piège messin. La question
elle est simple. Alors d'abord, Baptiste, est-ce que tu peux nous donner quelques stats sur ce match? Et ensuite, on entamera un tour de table sur finalement ce que vous en avez pensé rapidement, quels sont les faits marquants, si vous avez trouvé des faits marquants à ce match Lille-Metz. Baptiste, je te laisse la parole. Alors, ouais, donc c'était un match assez, alors déjà déséquilibré au niveau des tirs, parce que Lille a 13 tirs contre 7 face à Metz, donc déjà pratiquement le double pour Lille, mais malgré ça, un seul tir cadré pour Lille, 0 du côté de Metz. Au niveau de la possession, Lille, on voit clairement qu'ils ont eu la possession avec 64%, 36 pour Metz, et la stat un petit peu qui sort du contexte, c'est 10 fautes sifflées pour Lille, 13 fautes pour Metz dans un match vraiment qui n'était, on va le dire, pas méchant. Je pense qu'on va pouvoir revenir un peu sur l'arbitrage, mais je pense que clairement, l'arbitre Bastien de Chépy, on va donner son nom. Je vais d'ailleurs vous sortir deux petites statistiques. Il faut donner son nom à Monsieur de Chépy. C'est exactement ça. Donc, je vais vous donner deux statistiques sur Lille. Déjà, au niveau des cartons rouges, l'arbitre Bastien de Chépy distribue un carton rouge tous les 2 matchs. C'est l'arbitre le plus sévère en Ligue 1, et donc c'est le plus haut total actuellement en Ligue 1. Et Lille est l'équipe qui subit le plus de fois par carton, qui est sanctionné tous les 4,2 fautes. Le deuxième, c'est le PSG avec 4,6. Et enfin, on a en troisième position nos amis bordelais et lensois avec 5. Donc un énorme écart quand même. Donc Lille est l'équipe la plus sanctionnée de Ligue 1, et notamment à cause de Monsieur De Chépy, par exemple, qui s'est donné la tâche assez compliquée dans ce match. Mathieu, que retiens-tu de ce match Lille-Metz? Tu l'as vu au stade? Non, j'étais pas au stade, j'étais en vacances. Et je l'ai vu à la télé, et je me suis endormi. Ça résume parfaitement le match. C'est parce que tu es boulanger, Mathieu, c'est pour ça, c'est normal de t'endormir le soir. C'est pour ça, mais mais c'était. Je me suis endormi parce que voilà, ça résume le match, quoi. Après, j'ai regardé quand même la fin quand je me suis réveillé en replay, quoi, mais ouais, c'était vraiment pas top. Bon, je passe ce qui s'est passé à la fin et ainsi de suite. Je pense que c'est un peu débile de la part de joueurs de faire des choses pareilles, mais Justement, moi je voulais, enfin, en continuant le tour de table, le commentaire de Mathieu est vraiment significatif à mon sens du match. Il s'est endormi et il s'est réveillé avec la bagarre finale. Est-ce que c'est pas finalement tristement le fait de table de ce match? Alors Julien, tu avais commencé à prendre la parole. Est-ce que tu peux enchaîner? Ouais, bien sûr que c'est le fait notable. J'étais au stade avec 3 enfants de 7 à 12 ans, et en chœur, à la 94e, ils ont dit « Ouais, enfin une action de la bagarre !» Donc, si tu veux, quand on est là, tellement tu t'es ennuyé pendant un match, c'est consternant. Moi, j'ai un mot pour résumer ce match, c'est purge. Ça a été une purge. C'était difficile de suivre un match pareil. Il n'y avait aucune idée. Il y avait pas beaucoup d'envie. Il y a en effet une frappe cadrée qui est la frappe de David sur un contrôle, un dribble magnifique, et qui malheureusement se termine avec une frappe très molle. Hormis ça, on n'a strictement rien vu. Même les entrées en jeu n'ont pas été brillantes, parce qu'on avait un Eden Zegrova qui marchait un peu sur les pieds d'Atem Ben Arfa, parce que évidemment on a espéré quelque chose quand on les a vus rentrer. Pour moi, c'est vraiment un match à oublier. D'ailleurs, quand on rentre comme nous là de Chelsea, moi j'ai l'impression que c'était il y a 15 jours ce match, quoi. Donc pourtant c'était que vendredi soir, mais j'ai l'impression que c'est très 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 loin. Et c'est d'ailleurs très loin quand on compare le niveau de l'équipe vendredi soir et hier soir, ce qui prouve une fois de plus qu'on a des joueurs qui choisissent leur match. Ça ne me fait pas plaisir de le dire, ça ne me fait pas plaisir d'encourager des garçons qui font ça, mais tu ne peux pas dire autre chose, parce qu'on va débriefer le match d'hier, et c'est clairement pas la même équipe qu'on a vue sur le terrain à Stamford Bridge hier. Nous verrons ça tout à l'heure. Gildas, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ce Lille-Metz soporifique? On aurait dit que les joueurs étaient embêtés d'être sur le terrain. Moi, je fais partie de ceux qui ont affronté la tempête pour aller au stade. Et bon, ceux qui ont manqué ça au stade n'ont rien manqué, ça c'est sûr.
Bon, globalement, une bien prête prestation, hein, toujours cette difficulté à faire le jeu à domicile contre des équipes bien regroupées, même si Metz n'était pas venu faire que défendre, bien au contraire. C'est très brouillon, très stérile, on a vu extrêmement peu d'enchaînement et pas d'idée de jeu, et on a vraiment s'ennuyé du début à la fin. Il n'y a vraiment rien à dire puisqu'il n'y a pas d'occasion, quoi. Je n'ai pas souvenir. C'était un petit peu mieux en deuxième, une première mi-temps assez consternante, on n'a vraiment rien vu. Et c'est toujours un peu le piège des matchs avant Ligue des Champions. On peut se dire, voilà, on est entre deux eaux. C'est souvent comme ça que ça se passe. Les joueurs, on a l'impression qu'ils en gardent sous le pied. Mais c'était un match absolument affligeant du début à la fin, quoi. Vraiment, on n'a rien vu. Et on n'a pas de continuité dans le résultat. C'est ça le problème. On a réussi quand même à gagner à Montpellier. Mais là, on n'a rien montré. Et surtout, bon, on n'a pas réussi à faire une action construite digne de ce nom dans ce match-là, contre une équipe qui était quand même assez faible, sauf le numéro 10, qui était un peu de Metz, je ne sais plus son nom, Boula, je sais plus. Boulaya. Mais globalement, on a fait copie blanche sur ce match-là, et aucune intensité, rien du tout, quoi. Donc, il n'y a pas grand-chose à en dire, tellement c'était faible. Voilà. Christophe, ce match Lille-Metz a-t-il laissé un souvenir impérissable? Oui, impérissable parce que j'y étais pas et je m'excuse auprès de la personne qui a bénéficié de mon abonnement. Je m'en excuse vraiment, je suis désolé pour lui. La prochaine fois, je ferai mieux. Alors, par contre, je ne suis pas d'accord du tout avec Gildas parce que moi, j'ai vu une équipe de Metz qui, comme à chaque fois qu'elle rencontre un nom de ce championnat, joue de la même façon et réussit à faire des matchs nuls. Tu ne marques pas dans le premier quart d'heure, premières 20 minutes, tu sais que c'est mort. Ils sortiront pas, ils ne sont pas sortis, ils sortent jamais. Voilà, donc ils sortent du vestiaire, ils rentrent sur le terrain, ils rentrent dans le bus et c'est terminé, fini, basta. Et un petit mot sur notre direction de C'est club. terminé, fini, baston. Baston, ouais, en plus, ouais. Alors justement, baston et on a vraiment une mauvaise direction parce que, enfin, je parle de nos dirigeants, parce que même en mettant la pression sur l'arbitre, au bout de 3 minutes de la fin, on n'a pas réussi à obtenir un penalty. Donc vraiment, on a été mauvais. On a été très mauvais et on n'a pas eu de penalty dans ce match-là et dans tous les autres matchs où on a été mauvais, où on sent qu'on est mauvais et on n'y arrive pas. Et donc, on met la pression sur l'arbitre et on obtient plein de penalties cette année. Et en plus, quand on en obtient, malheureusement, ils sont valables et on ne les marque pas. Donc, voilà, on a été mauvais sur toute la ligne. Alors, on a des réactions sur les réseaux sociaux. On a Parlons Losc qui, d'abord, après avoir salué les supporters qui ont fait le déplacement et de la bonne ambiance d'hier, là aussi on y reviendra tout à l'heure, nous dit le match de Metz était catastrophique, aucune envie de jeu. Alors, il vous pose une question que je vous relaye. Ne croyez-vous pas que le match de Metz, si on met une équipe différente avec des gars qui ne jouent pas beaucoup, le match aurait été meilleur? Les remplacements apportaient tellement plus. Question, Baptiste. Franchement, bonne question. Après, quel joueur est désigné comme ne jouant pas énormément? Aujourd'hui, en défense, par exemple, on va prendre le cas de la défense, c'est le Jérémy Pied. Bon, après, il y a Bradaric, donc Jérémy Pied et Bradaric en défense, sachant qu'on n'a pas de défenseurs centraux, étant donné que les trois qui sont en défense centrale jouent tous les trois. D'ailleurs, au milieu de terrain, alors bon, il y a quand même un bon turnover. On a mis Cheka André, donc Cheka jouait peu, donc il a joué. En attaque, oui, alors peut-être, quand on dit ça, ça veut dire Zegrova titulaire, peut-être Morgan Monson ailier, donc entre guillemets, pour moi, vraiment, les joueurs, ils étaient complètement fixés sur Chelsea et n'en avaient rien à faire de ce match chiant contre Metz qui, vraiment, ouais, était plus que chiant à jouer, je pense. Julien, je t'ai vu faire une moue dubitative. Non, mot dubitatif, parce que j'en sais rien, en fait. Je ne sais pas si les remplaçants, ça aurait changé autre chose. Moi, je suis forcément surpris d'entendre Gourvenec dire les joueurs n'ont pas entendu le mot Chelsea sortir de ma bouche depuis des semaines, etc. On était complètement focus sur Metz. Enfin, ça recroise encore ce qu'on dit. Si c'est le cas, les mecs ont une mauvaise mentalité parce que ils se bougent absolument pas contre Metz, ils montrent aucune envie de faire quelque chose, de tenter des choses. Donc, c'est consternant. Moi, vraiment, j'étais en colère après ce match contre Metz parce que rien voir à ce point, c'est quand même rare. Ça sifflait fort, hein. Je ne sais pas si les sifflets, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu des sifflets Ouais, comme ça. à la mi-temps, ça a À la sifflé mi-temps, très, ça très sifflait fort. fort. Dans ma Ouais. tribune, il y avait beaucoup de jeunes, de clubs, et vraiment, ils ont vraiment sifflé parce que c'était incroyable ce qu'on voyait, quoi. C'était le néant.
Alors, je voulais revenir, avant de passer au match de Chelsea, sur le fait marquant du match, hein, finalement, qui est alors, la bagarre, j'allais dire l'agression. On va pas Non. juger la bagarre entre Antonetti et Sylvain Armand en fin de match. À qui la faute? Est-ce que c'est Sylvain Armand qui descend dans la zone de technique d'Antonetti? Est-ce que c'est Antonetti qui pète un câble parce qu'il est dans son match et il fait son cinéma habituel? Ou est-ce que c'est la faute de l'arbitre qui, avec quelques décisions surprenantes, hein, finalement, a perdu complètement pied et a entraîné finalement cette nervosité maximale. Alors, je rappelle les décisions de l'arbitre, hein. Il y a notamment le premier carton jaune de Zegrova qui intervient pour simulation alors qu'il y a une agression là par contre on peut parler d'agression d'Amadou, une faute très nette qui aurait elle-même mérité un carton jaune donc pour Amadou. On était tous surpris sur la pelouse, au bord de la pelouse, on s'attendait que le carton jaune soit messin et pas lillois. Et le carton jaune, alors c'est juste un carton, c'est pas. Mais sauf qu'il a des conséquences parce que quelques minutes après, il en prend un deuxième, il est expulsé et on termine le match à 10 avec des possibilités offensives en cela. Et c'est ça qui a mis le feu finalement et qui a incité finalement Sylvain Armand à descendre, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Et Antonetti a su réagir dans cette situation. Qui veut répondre à ça? Quelqu'un? Bah, tu as tout dit, t'as tout dit. Le déclencheur, c'est l'arbitre qui arbitre comme un pied. Et encore une fois, on va pouvoir faire le différentiel avec l'arbitre de Chelsea hier. La différence est abyssale, j'en parlerai tout à l'heure parce que ça interroge vraiment cette différence d'arbitrage. Donc, c'est lui le déclencheur. De ce fait-là, tu as des dirigeants lillois qui descendent sur le terrain, qui n'ont rien à y faire. Et tu as un Antonetti qui a des gestes qui ne doivent pas être vus sur un terrain de foot, surtout de la part d'un éducateur, et surtout quand il y a autant de gamins, et devant la télé, et dans le stade. C'est lamentable. Donc, j'ai envie de te dire, tu l'as dit, tous responsables, quoi. Tous responsables. En tout cas, pour faire un trait d'esprit, la faute de l'arbitre, hein, finalement, le carton jaune pour simulation sur l'action que subit Zegrova, c'est un scandale. Je crois que cet arbitre, il faut qu'il arrête l'arbitrage, ou qu'il achète des lunettes, ou qu'il se transforme. Il peut changer de métier et devenir, par exemple, organisateur de combat de boxe. Il est très doué pour ça, visiblement, hein. En tout cas, voilà. Surtout que c'est pas la première fois. C'était mon coup de gueule. Je veux surtout pas me réfugier derrière l'arbitrage qui pourrait expliquer le 0-0, hein. C'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai, comme tu le disais, Julien, quand on voit certains arbitres en Ligue des Champions, quand on voit le niveau de certains arbitres en France, eh ben, on pleure. Christophe, tu voulais rajouter quelque chose? Juste un mot. On dépense une fortune dans des moyens techniques pour aider l'arbitrage, notamment la VAR. On a la goal line technologie qui ne fonctionne pas sur un autre match où il y a un but qui est alors, je ne sais plus qui s'énerve, il y a un joueur qui marque un but, c'est Rami. Adil Rami qui marque avec 3. Le but est refusé dans un premier temps. Il s'énerve, il sort de ses gonds, il s'en prend au juge arbitre de touche. Finalement, le but est validé parce que la goal line technologie ne marchait pas. Là, on a la VAR, on a des arbitres, on a des équipements, on a des quarts, on claque un pognon, pas possible. Il n'y a personne qui aide l'arbitre de terrain qui est déjà dépassé. On peut aussi trouver des solutions sans dépenser autant d'argent, mais enfin voilà, il faut réfléchir à quelque chose, mais aider les arbitres aussi. Et puis forcément, je pense que chez nous, on a également une tension palpable au niveau du club, au niveau des joueurs, et on n'a pas à descendre sur le terrain comme ça. C'est pas leur place. Voilà, donc on a plein de réactions, hein, sur les réseaux sociaux qui vont un peu dans le sens, certains disent que c'est plutôt la faute d'Armand, d'autres Antonetti, d'autres l'arbitre, enfin, le débat est ouvert. Chacun va se faire son avis. Effectivement, il y a une responsabilité partagée, je pense, par les trois parties. Maintenant, qui a appuyé sur le bouton, chacun se fera sa petite idée. Alors, juste une précision, on dit l'arbitre peut se tromper, mais il y a la VAR. La VAR, elle n'intervient pas dans ce cadre-là. La VAR intervient uniquement dans quelques cas précis. Ouais. On nous l'a rappelé d'ailleurs à Stamford Bridge hier, c'est les buts, les pénaltys, les cartes rouges, et un quatrième qui m'échappe, si vous pouvez compléter, mais en hors-jeu. Oui, pour les hors-jeux, tout à fait. Mais il n'y a pas de VAR pour des décisions qui entraînent simplement un carton jaune. On peut le regretter, mais ça fait partie du règlement, entre guillemets, c'est comme ça. En tout cas, c'est sympa de la part de l'UEFA de faire cette petite vidéo pédagogique et explicative qu'on a vécue hier à Stamford Bridge, genre qui fait rigoler, hein. C'est un petit dessin animé, mais qui rappelle la logique de la VAR, comment elle fonctionne, pour permettre certainement au public de se comporter un petit peu mieux, peut-être de ne pas
contesté de manière parfois aléatoire. Et c'était intéressant. Et je pense que pour le coup, la Ligue pourrait s'en inspirer. Ce serait pas mal d'avoir un rappel aux lois du jeu, à certaines règles, plutôt que des pubs pendant 20 minutes avant un match. Et il y en avait un avant. Quand on parle à l'intelligence des gens, ça paye toujours. Quand on les considère comme des animaux, ça paye rarement. Sur cette bonne phrase… Après, la Ligue, elle devrait surtout s'inspirer du rugby, quoi. Ils ont Ouais. ils ont un arbitrage vidéo en or et le foot ne s'en inspire pas. Et c'est ça qui est, pour moi, qui est dommage, quoi. Alors, il y a des travaux qui vont dans ce sens. On a évoqué la semaine dernière ou il y a 15 jours les tests qui ont été faits sur les micros qui équipent Ça va les arriver, ça va arbitres. arriver. Et a priori, les tests sont plutôt concluants et ça devrait bouger très certainement au courant de d'ici la saison prochaine. Et ce qui permettra également peut-être de fluidifier la compréhension finalement des décisions arbitrales. Alors, je vous propose, il est déjà 21h, je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission et donc sur le retour sur le match de Chelsea. Alors, on va commencer par Mathieu qui doit nous laisser. Je pense qu'il est tard, il a des obligations. Donc, la première question, elle va arriver. Mais avant, je vais vous poser la question pour gagner le coffret des fèves du LOSC. Vous savez que nous sommes au bistrot d'Allez LOSC, le spécialiste des questions techniques et alambiquées. Alors, on va essayer de faire une redite, mais la question est la même que la semaine dernière. Est-ce qu'on pourrait juste avoir la question avec un effet spécial, s'il te plaît, quand même? Ah oui, si tu veux. Je sens que vous y prenez goût, ça va être compliqué pour moi. Alors attends, je vais essayer de trouver ça. Voilà. Donc pour gagner ce magnifique coffret avec les fèves du LOSC qui sont disponibles dans les boulangeries, pâtisseries de Mathieu. Donc, pour gagner un lot, donc un petit coffret avec ces 10 fèves, il vous suffit de répondre à la question du bistrot d'Allez LOSC. La question, elle est simple, c'est qui veut la boîte de fèves des maillots du LOSC? Le premier qui répond dans les commentaires de la page Facebook du bistrot d'Allez LOSC remporte cet magnifique objet. On peut jouer parce que j'ai la réponse. Est-ce que je peux jouer? Est-ce que je peux répondre? Absolument pas. Absolument pas. C'est interdit. C'est dans le règlement déposé à la convention. Ah, ça y est. C'est Damien Boone qui a gagné. Et ben voilà, Damien Boone. Alors, Damien Boone de la page DBC, donc drogue, bière et complot contre le LOSC. Il est très a fort. réussi à déjouer le complot et remporte ce magnifique objet. Donc, on lui remettra de ta part, Mathieu. Donc, et on invite tous les internautes à se rendre dans tes boulangeries pour en récupérer, moyennant donc le prix que tu évoquais tout à l'heure. Mathieu, on va partir dans le vif du sujet. Tu as vu ce match contre Chelsea, j'imagine, à la télévision. Quel est ton sentiment général sur ce match? Comment tu l'as vécu devant ton poste de télévision? Bah, déjà, je me suis remémoré parce qu'il y a 3 ans déjà. 2 ans et demi, ouais. Un déplacement à Chelsea. Et j'ai des potes qui étaient et j'avais une place, malheureusement, j'ai pas pu y aller. J'ai regretté parce qu'on vous entendait pousser un peu et c'est toujours plaisant à la télé. Bon, après, contre Chelsea, c'est pas très, je vais dire, compliqué, mais en tout cas, on vous entendait, même si vous étiez que 1500. Et pour parler du match, bah, moi, j'ai retrouvé des vrais dogs, quoi, des chiens qui se battent sur le terrain. Malheureusement, bon, bah, on connaît tous l'équipe qui est en face. C'est des monstres. Donc, individuellement, chaque joueur est meilleur. Mais en tout cas, on s'est battu. On n'a pas été loin de là ridicule. Des belles actions qu'on n'arrive pas à transformer. Mais voilà, enfin, moi, je suis fier d'être supporter. Enfin, hier soir, j'étais fier d'être supporter lillois, quoi. Vraiment. J'étais vraiment fier. Alors, vous voyez apparaître une petite tête qu'on n'avait pas encore présentée ce soir et il nous rejoint avec un peu de retard, mais on ne lui en voudra pas. C'est Georges, notre supporter du Dunkerquois qui nous rejoint. Bonsoir Georges. Bonsoir tout le monde. Désolé, je fais comme Diallo, je commence mes matchs avec 20 minutes de retard.
Écoute, tu as à peu près la même coupe de cheveux que Diallo. Alors En plus, parfait. ouais. Alors, comment tu l'as vécu ce match, hein? Euh, Alors malheureusement, je n'ai pas pu faire le déplacement. C'est vrai que bravo à vous qui étiez à Francfort, on en a entendu que vous. En même temps, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une ambiance de feu régulièrement à Chelsea. Le match lui-même, ouais, on parlait de combativité, mais en même temps, il y avait une telle classe d'écart. Enfin, moi, ça m'a sidéré, surtout la bataille du milieu, où à Chelsea, ils ont un petit bonhomme qui est juste incroyable, quoi, qui a donné son rang au poste de numéro 6, qui est quasiment, enfin, la première fois que je vois comme ça un numéro 6 susceptible d'être Ballon d'Or. Enfin, je voulais parler de notre N'Golo Kanté national, qui est vraiment un joueur absolument fabuleux. Et derrière, ouais, il y a eu de la combativité, hein. Il y a eu l'envie de faire quelque chose. Mais clairement, moi, des fois, j'avais quand même l'impression d'assister à un match entre, à notre échelle à nous, une équipe de haut de tableau de Ligue 1, une équipe de milieu de tableau de Ligue 2, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans la même cour. Il y avait une fluidité des fulgurances dans le jeu de Chelsea qu'on n'arrivait pas à retrouver malgré toute notre combativité. Il y a eu quelques joueurs qui ont un peu surnagé, surtout il y a eu cette bataille du milieu. Qui a été totalement dominé par par les Anglais, par les joueurs de Chelsea. Alors, Baptiste, pour étayer un peu ces propos, entre finalement le sentiment qu'on a d'avoir vu un LOSC combatif, mais peut-être très dominé par Chelsea, est-ce que tu as les statistiques du match? Bien sûr, bien sûr. Alors déjà une domination du côté lillois niveau tir, puisqu'il y a eu 15 tirs côté lillois, 9 tirs du côté Chelsea. Et maintenant, le problème, c'est que Lille, lors de frappe cadrée par Benjamin André sur sa frappe de loin et Botman sur sa tête, n'ont conclu qu'à 2 frappes cadrées, tandis que Chelsea en ont cadré seulement 4, mais ont réussi à ouvrir le score 2 fois. Au niveau de la possession, ça se joue à 50-50. Après, ça s'est joué vraiment sur des détails. Je reprends des statistiques, par exemple, à la 25e minute, où Lille avait 6 tirs, 0 cadré. Chelsea avait déjà 4 tirs et 3 cadrés, c'est-à-dire que Chelsea a cadré qu'une seule frappe après la 25e minute. Ce fut le but. Après, d'autres statistiques, j'en ai pas énormément. La première frappe cadrée, si c'est la 35e minute, alors que Lille avait nettement la domination. Et c'est vrai qu'on peut s'en vouloir sûrement sur ça. C'est le fait de ne pas assez tirer. Alors certes, on a quand même en face de nous le meilleur gardien du monde qui, sur sa ligne, est très bon, mais qui a aussi fait des sorties incroyables. Je pense à cet envoi de balle sur Bamba de la part de Sanchez où il sort magnifiquement, et sans cette sortie, je pense clairement que ça peut faire but. Mais sinon, hormis ça, le match est plutôt équilibré, si ce n'est un petit avantage sur Lille, mais le problème fut clairement pas au niveau des stats, mais il y avait quand même une petite classe d'écart au niveau du ballon, notamment quand N'Golo Kanté avait le ballon et qui rattrape énormément le terrain. Le sujet passionne les internautes. On a Olivier qui s'étonne qu'on puisse trouver que le LOSC avait bien joué hier soir. On a des avis qui reconnaissent finalement la force de Chelsea. On a une très bonne équipe et composée de talents de talents hyper chers, nous dit Jean-Michel. Donc, c'est pas le même budget, c'est pas le même, le même potentiel. Pas le même entraîneur non plus. Pardon? C'est pas le même entraîneur non plus. On y reviendra après sur justement la stratégie et la tactique de Gourvenec pour ce match qui, on peut le dire, a surpris beaucoup de personnes, en tout cas tous les observateurs du LOSC. Gildas, comment tu l'as vécu ce match globalement? Comment tu l'as trouvé? Comment tu peux rebondir finalement sur ce qui a été dit par nos collègues du bistrot? Alors déjà, je l'ai vécu devant ma télé avec une bonne bière, c'est la première chose. Et globalement, je dirais, il n'y a rien à reprocher et il n'y a pas de regret. Je pense tout simplement qu'on a atteint notre seuil de compétence. On a vraiment eu, on a eu de bons enchaînements, on a répondu présent avec nos armes. Mais comme a dit très bien Georges, il y a vraiment une classe d'écart. Et pour moi, ça ne s'est pas du tout joué à des détails. Il y a vraiment une équipe qui est clairement au-dessus à tous les niveaux.
et qui l'a montré, qui est solide, qui ressort les ballons hyper proprement, tous les déplacements sont justes, c'est fluide, comme l'a dit Georges, c'est hyper technique. Et puis, il ne faut pas oublier que Chelsea, notre match est entre la finale de la Coupe du Monde des clubs et la finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Donc, moi, j'ai eu l'impression qu'ils voulaient nous faire boire le bouillon très vite dans le match. D'ailleurs, dès le début, ça a été très difficile. Et une fois qu'ils ont mis le but, ils ont un peu attendu. Là, on a pu s'exprimer. C'est vrai qu'on a fait le match, on n'a pas été ridicule. Mais le danger, c'est de croire qu'on n'était pas loin, alors qu'en fait, on est vraiment loin. Enfin, moi, c'est mon avis. On est vraiment loin d'eux. On n'a finalement aucune occasion franche, enfin, à part on n'a jamais réussi à le déséquilibrer, on n'a jamais été vraiment dangereux. Et on a eu même une forme d'impuissance. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Georges, parce que je suis tout à fait d'accord. Mais en même temps, tu sors de ce match-là, tu sors du match de l'Ajax, tu te dis, bah, on a eu de grosses occasions. On a eu de grosses opportunités, il y a eu un poteau, il y a eu bon. Mais là, tu te sors du match, tu dis, on n'a pas eu de possibilité parce que Chelsea, c'est extrêmement solide derrière. Et on avait l'impression qu'ils pouvaient, dès qu'ils le voulaient, accélérer et nous faire mal. Donc là, ils nous ont maîtrisés tranquillement. Puis dès qu'ils ont vu l'opportunité, on avait l'impression que quand ils voulaient, ils accéléraient. Et il n'y a aucune honte sur notre prestation. Moi, on a fait ce qu'on a pu. Moi, je faisais partie de ceux qui, au tirage au sort, ont dit si on ne prend pas Chelsea, on peut passer. Si on prend Chelsea, on ne passera jamais. Mais en même temps, les miracles existent en football. On n'a pas pris ce troisième but qui aurait été fatal pour le match retour, qui aurait réduit nos chances complètement à néant. Sait-on jamais? Je crois qu'il n'y a plus la règle du but à l'extérieur. J'ai pas beaucoup d'espoir, mais moi, ce que je retiens, c'est une équipe qui était de Chelsea, qui est bien au-dessus. Tu rejoues ce match 10 fois, tu perds 9 fois. Voilà. Julien, est-ce que comment tu as vécu ce match avec un LOSC qui était à la fois peut-être très près et très loin finalement de Chelsea? Les sentiments sont partagés. Comment tu les vois, toi? D'abord, je voudrais réagir aux statistiques de Tis, parce que ces statistiques, finalement, on touche du doigt la limite de la stat. C'est-à-dire que la stat, elle montre un match qui est pas si déséquilibré que ça. Et pourtant, moi, ce que j'ai vécu à Stamford Bridge, c'est un vrai match de coupe, mais un match de coupe avec deux équipes qui ne sont pas de la même division. Donc, je reprends ce que disait Georges, c'est vraiment ça. C'est du très haut tableau de Ligue 1 et de la D2, voire peut-être même du national, avec une équipe de national qui se dépouille. Et moi, je pense qu'on peut être fier de nos joueurs, content de nos joueurs. C'est ce que disait Mathieu. Physiquement, ils sont dépouillés. Sanchez, il finit avec des crampes. Diallo, il a mal aux cuisses. Mais je crois que c'est physique de vraiment avoir couru, de s'être bougé, peut-être aussi d'avoir été très tendu parce que c'était dur. Mais on a toujours été à fond de 5e. Et je pense qu'eux, ils avaient la 6e. Et ils mettaient la petite 6e de temps en temps, là, tac, tac, tac. Moi, je les ai vus marquer à la 8e et je les ai vus quasiment jouer en marchant pendant 25 minutes derrière. Un total contrôle. Et nous, une mise en danger de ces mecs qui est complètement absente, quoi. On leur a pas fait mal à ce moment-là. Donc, ils font tout mieux que nous. Leurs contrôles sont un peu meilleurs, leurs passes sont un peu meilleures, leurs courses sont un peu plus rapides, leurs frappes sont un peu plus cadrées. Mais c'est cette différence entre le un petit peu mieux, et c'est ça la différence du très haut niveau et de nous qui jouons le haut niveau, parce que voilà, on joue en Ligue 1 française, mais toute la différence, elle est là. Gourvenet qui dit ça se joue sur l'adresse et l'efficacité de ce match, mais il a tout dit quand il dit ça. Mais sauf que cette différence d'adresse et d'efficacité, elle est, et je rejoins Gildas, à mon sens, assez abyssale. On a vu des mecs qui étaient faciles, alors qu'ils sont dans un calendrier qui est difficile. Et pourtant, les gars, on les a jamais sentis en danger, on les a jamais sentis en difficulté. On a une entame de match qui est ratée parce qu'on se prend ce but à la 8e, et en même temps, on est devant le but. Notre tribune est devant le but au moment où le ballon quitte le pied de Ziyech. Je dis, putain, ce corner, c'est un penalty. S'il y a un mec qui met la tête, là, vu comme il est tiré, c'est forcément but. Et ça n'a pas manqué. Quand tu vois la qualité de ce corner, c'est rare de voir des corners aussi bien frappés. Aussi tendus, aussi précis, à un endroit là entre deux défenseurs où il y a juste se glisser pour mettre la tête. C'est juste génial. Ziyech, c'est un mec génial. De toute façon, il fait un gros match hier. Et après cette entame de match ratée, la réflexion que je me fais, c'est que si tu tires une ligne à 20 mètres et que tu reprends toutes les actions de Lille dans ces 20 derniers mètres, il n'y a strictement rien. Il y a un Bamba qui fait un super truc avant, mais qui va s'arrêter.
pour se mettre sur son pied droit et centrer parce qu'il n'arrive pas à centrer dans la foulée du pied gauche. C'est ses limites à lui. C'est ses limites peut-être du moment parce que l'an dernier, avec plus de confiance, il l'aurait fait, mais c'est ses limites à lui. C'est, on l'a dit encore, un David qui n'a pas eu de ballon alors que c'est un mec qui est relativement génial quand il a des bons ballons. Il a été complètement sevré de ballons. Il n'a rien eu, le pauvre. Et aussi peut-être à cause de cette histoire d'organisation où qu'est-ce que fout Onana là? Alors, pas l'organisation. L'organisation, moi, je trouve Gourvenec couillu de mettre en place cette organisation, d'essayer de gagner cette bataille du milieu de terrain. Intellectuellement, c'est plutôt intelligent, mais on n'a pas le joueur pour faire ça. Mais en tout cas, c'est pas un mec d'1 m 95 avec des grands segments qui peut faire ce job-là de 9,5 et de premier bloqueur de la relance. Donc, voilà, le sentiment, il est mitigé parce que j'ai vu les mecs se dépouiller, j'ai vu les mecs tout donner, mais on est moins bon que ces mecs, quoi. Alors, Ils l'ont rappelé beaucoup, hein. D'ailleurs, C'est fou, ils ont hein. chanté champion du monde, champion du monde, Ouais, champion ouais. du monde à énormément de reprises pendant le match. Ils étaient très fiers de nous rappeler qu'ils étaient et champions d'Europe et champions du monde. C'est le cas, hein. C'est vraiment le cas, hein. Mais la vraie stat, en plus, tu l'évoques, tu prends la stat des 8 premières minutes, parce qu'avant ce but, il y a quand même 2 grosses occasions pour Chelsea. L'espèce de raté de l'attaquant sur le centre hyper tendu qui va au-dessus du but. Et le corner est amené sur un très bel arrêt réflexe de Jardim. Donc, sur les 8 premières minutes, on est asphyxié. Gildas le disait. Après ça, ils ont levé le pied. Ils ont géré une bonne demi-heure et ils ont joué comme ça souvent sur ce fort rythme, quoi. Mais moi, vraiment, au bout de 8 minutes, j'avais peur de la punition, mais la grosse punition, quoi. Christophe, tu es le dernier à parler sur ce sentiment général du match. Comment tu l'as vécu? Est-ce que pour toi, finalement, Lille est face à une espèce de plafond de verre qui risque de mettre un terme à son aventure européenne, où il manquait pas grand-chose, un peu de justesse, un peu de réussite, un peu de chance peut-être pour essayer d'obtenir un meilleur résultat à Stamford Bridge? C'est difficile en rentrant de déplacement d'avoir un recul comme ça. C'est difficile. Je pense que je vais refaire le match parce qu'on a vraiment la sensation que les gens qui l'ont vu à la télé et nous dans le stade, on n'a pas forcément vu la même chose. On n'a pas le même ressenti. Par contre, dire qu'il ne manquait pas grand-chose, non, je suis pas d'accord. Il manquait beaucoup. Il manquait beaucoup de choses. Nos meilleures occasions, c'est une balle dégagée de Rudiger et un dégagement raté de leur gardien. Où là, on a un petit truc qui peut se passer. Finalement, ça ne va pas dans le bon sens, mais ça ne va pas dans le bon sens pendant tout le match. On a un attaquant de pointe qui est obligé de redescendre très très bas, donc on n'a plus personne. On a un Bamba qui fait tout le temps la même chose, qui rentre intérieur, qui revient derrière. On a un Sanchez qui est mis à droite, qui finit carbo, on le laisse sur le terrain. Et on voit que ce n'est pas son poste. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses, mais on se rend tout de suite que, comme pour certains joueurs qu'on a vendus, la marche est trop haute pour nous là. Alors, on en a parlé déjà, mais on fait le match, ce match-là, il y a 6 mois ou juste à la fin de la saison dernière. Je dis on a nos chances, mais depuis le début de saison, c'est ce genre de match, c'est impossible. C'est impossible. On n'a plus la qualité, on n'a plus la confiance. On a un Bourak qui n'est pas en confiance. L'année dernière, il faisait n'importe quoi, ça partait en lucarne. Cette année, même quand il a envie, quand il veut et quand il est dans les bonnes conditions d'état d'esprit, il n'y arrive plus. Et c'est comme ça pour plein de joueurs. On est vraiment trop limité. On a perdu des gens au mois de janvier en se disant oui, de toute façon, il choisissait ses matchs. Je pense à Ikoné. Mais finalement, on se rend compte qu'il n'a pas été remplacé. Il n'est pas vraiment compensé par d'autres joueurs de l'effectif, notamment ceux qui viennent d'arriver. C'est un petit peu trop tôt. Donc, est-ce qu'on s'est dit peut-être au niveau de la direction, bah voilà, de toute façon, on n'a pas trop le choix et on fera comme on peut? Bah oui, bah, ils feront comme ils peuvent. Alors, ils y mettent du cœur sur ces matchs, contrairement au match de Metz. Ils y mettent du cœur, mais ça ne suffit pas contre une équipe de Chelsea qui est aussi forte. Sincèrement, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure déjà, on a un joueur extraordinaire dans ce club en face qui a pris un statut incroyable, en tout cas au niveau du club, qui j'espère va développer avec l'équipe de France, mais N'Golo Kanté. C'était un Makelele il y a 3 ans. Et c'est devenu un joueur incroyable, extraordinaire, qui casse les lignes, qui fait des changements de jeu. On n'en a pas un comme ça, on n'en a pas un comme ça chez nous. Pas un, et vous pouvez prendre toutes les lignes, tous les joueurs de cette équipe, ils nous sont supérieurs, mais x10. Donc on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas, c'est impossible. Je vous propose de passer à la traditionnelle série des tops et des flops. En fait, quels sont vos tops
et vos flops sur ce match. Alors, on a bien compris qu'au niveau Chelsea, on va beaucoup entendre N'Golo Kanté, mais au niveau du Lille, quels sont les joueurs ou est-ce que c'est l'entraîneur, est-ce que c'est le groupe? Quels sont vos tops et vos flops sur cette rencontre de Ligue des Champions? Mathieu, on va te poser la question en premier. Le top, l'arrêt de Jardim, Donc, je dirais. Jardim, qui fait une bonne rentrée d'ailleurs, Ouais, qui fait une très bonne rentrée. qui, Moi, ça me fait vraiment plaisir de le revoir titulaire. C'est un gardien que j'ai quand même toujours apprécié. Malheureusement, qui a loupé un peu les premiers matchs là, de préparation. Mais pour moi, j'étais vraiment content de le voir comme ça. Et le flop, après, le choix de Gouvernette, parce que c'est un joueur que j'adore, mais Onana qui n'était pas du tout à sa place, quoi. c'est une vraie question. Il y a eu un vrai pari, on l'a évoqué tout à l'heure, de Gourvenec à mettre Onana finalement, pas en deuxième attaquant, mais enfin en tout cas très haut finalement dans son équipe. Un choix qui a été un peu critiqué notamment par Vahid Halilhodžić, qu'on connaît bien ici, et on connaît sa vista. Et je crois dans l'équipe, me semble-t-il, il parle de cette erreur de faire jouer aussi haut un joueur avec d'aussi grands compas, si je reprends bien son expression. En fait, physiquement, il n'est pas adapté finalement au poste parce qu'il doit jouer en face du jeu et pas dos au but. Et donc, il a une explication finalement technique très, très précise à ce choix. Donc, on va poursuivre ce tour de table. Vos tops et vos flops, est-ce qu'ils vont dans ce sens? Est-ce que vous avez des joueurs que vous voulez mettre en avant ou des joueurs que vous voulez me pointer du doigt parce qu'ils n'ont pas été terribles sur ce match? Baptiste. Au niveau des tops, il y a Botman. Botman qui nous sauve déjà plus d'une fois, notamment à la 29e minute où il est en 2 contre 1 face à Ziyech et face à Havertz et qui arrive à sauver un ballon qui aurait pu finir au fond. Donc très bien. Du côté de mes flops, ça peut paraître un petit peu surprenant, mais j'ai mis les deux latéraux, Zeki Silic et Thiago Diallo. Tout d'abord, Zeki Silic, je vais revenir un petit peu sur son cas, parce que quand je vois la height map, donc en fait, sa position préférée au niveau du terrain, il a la même hauteur que Benjamin André et Cheka en position de milieu, alors que bon, Thiago Diallo, on sait que c'est un défenseur central, donc il était très bas, mais j'ai vu Zeki Silic très haut, peut-être même trop haut, on l'a vu sur le deuxième but, c'est lui qui va limite en position d'ailier droit et qui perd la balle avec sa passe à l'aveugle malheureusement, et ce qui nous occasionne le deuxième but, donc c'est Zeki Silic et aussi Thiago Diallo. Thiago Diallo qui a eu des matchs vraiment, des fois des poussées bonnes, des poussées moins bonnes. Moi, ce que je lui reprocherais, c'est peut-être au niveau des contres. Quand je vois, par exemple, à la 29e, où il y a Botman qui se déchire pour accrocher ce ballon qui était à Ziyech ou à Havertz, et je vois Diallo qui est à 3 mètres et limite qui regarde le ballon sans trop y croire à dire que Botman, démerde-toi, entre guillemets, ça m'a un peu déçu. Et du côté de Chelsea, je vais mettre en avant aussi leur défense centrale, Sylvain Rudiger, qui a quand même été exceptionnel et en grand nombre face à eux, on n'a pas pu aller dans leur surface et frapper. Christophe, est-ce que tu veux nous faire part de ta sélection? Pour Leeds, je suis assez d'accord avec Baptiste. J'ai bien aimé le match de Botman. Après, devant non. Alors, je vais passer tout de suite au flop et je vais mettre notre coach. C'est la première fois. En général, je suis toujours derrière lui. Et là, j'ai pas compris. Il nous a fait une Laurent Blanc à l'époque Paris Saint-Germain contre Manchester City, qui change de système, on ne sait pas pourquoi. Et là, bizarrement, il nous sort une composition d'équipe que, alors nous, supporters, on réclame depuis pas mal de temps, mais visiblement, il nous écoute, c'est déjà une preuve d'intelligence chez lui. Mais là, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce changement de système avec des joueurs qui n'ont pas joué comme ça. Là, il faudra qu'il s'explique. On ne demande pas, c'est pas, enfin, voilà, il n'a pas à nous répondre à nous, mais un jour, il faudra quand même qu'il prenne position là-dessus, qu'il nous dise pourquoi il a fait ça. J'ai pas compris. Après, encore une fois, avec Baptiste, je suis d'accord. Il y a un joueur qu'on a retrouvé sur le terrain qui était au Paris Saint-Germain. J'ai adoré le match. Il a joué en claquette presque. Il apporte une sérénité à la défense centrale. Thiago, franchement, bravo, chouette match. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et puis après, forcément, N'Golo, oui. Et puis un petit flop chez eux, j'en vois pas. C'est vraiment une équipe complète. Donc, chapeau. Gildas, c'est à ton tour de nous faire part de ta sélection de flop et de top. Oui, moi je rejoins ce qu'a dit Christophe sur Gourvenec.
nous fait du 4-4-2 immuable et qui d'un seul coup, pour un match de Ligue des Champions, nous sort un système tactique qui n'a jamais été éprouvé en championnat. Donc évidemment, la victime collatérale, c'est Onana, mais Onana, il est employé à contre-emploi. Et moi, j'ai dit ici que ces dernières semaines, il était vraiment moins bien, mais il aurait peut-être été plus utile en mode récupération. Mais là, vraiment, il a fait beaucoup de mauvaises passes, surtout en début de match. Et après, il a été assez noyé, quoi. Il a apporté un peu son impact physique, mais ce n'était pas suffisant. Après, en top, Botman et Renato Sanchez. Parce que pendant 20-25 minutes en première mi-temps, il a vraiment fait parler sa vista technique. Et je pense notamment à un ballon qu'il a donné en profondeur à David, je crois, en première mi-temps. C'était vraiment magnifique. C'est vraiment lui qui a été au-dessus et qui a donné du dynamisme, de la technique et de la profondeur à notre jeu. Et en flop, en notre flop côté lillois, il n'y a pas eu de catastrophe, mais le problème, c'est que tout était trop insuffisant par rapport en face. Il y a des joueurs, il n'y a pas de faiblesse, quoi. C'est vraiment tout. Il y a bien sûr N'Golo Kanté, mais en face, c'est solide absolument dans toutes les lignes. Et quand on a, nous, nos joueurs qui ont leurs limites, chacun leurs limites, et au final, ça ne suffit pas. Mais moi, j'ai bien aimé Botman. Ouais, il a été très sûr dans ses interventions. Il a coupé pas mal de trajectoires et il a été assez sobre dans ses relances. Donc, moi, j'ai bien aimé. Et puis voilà. Alors, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On a Patrick qui nous met en top Sanchez, Jardim, Botman, en flop Diallo et Gourvenec, un mauvais coaching. On a Parlons Losc qui nous dit en top Jardim encourageant, Bamba et Sanchez, Diallo en flop, Onana, mais ce n'est pas de sa faute et surtout donc il évoque le travail donc pitoyable, je reprends son expression, de Gourvenec. Alors Gourvenec, on parle beaucoup de son choix depuis le début de mettre Onana finalement numériquement en deuxième attaquant, enfin en tout cas de changer son système de jeu. Par contre, on n'a pas encore évoqué, c'est un peu surprenant, ces changements qu'on qualifie de tardifs. On avait déjà eu le débat contre Metz où les remplaçants sont rentrés à la 80e. Là, on a effectivement des joueurs qui sont rentrés à la 70e, à la 80e, alors que finalement, est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire des changements dès le 2-0 ou au début de la mi-temps? Gédas, tu veux rebondir là-dessus? Je ne crois pas que mettre très très tôt dans le match Ben Arfa et Zegrova soit une très très bonne idée finalement, parce que, je vais faire l'avocat de Gourvenec pour une fois, parce qu'ils n'ont pas, dans un match de cette intensité-là, avec autant de duels et qui nécessite des volumes de course, et finalement d'être complémentaire un peu avec ses partenaires, ils viennent d'arriver, je ne crois pas que ça aurait été une très bonne idée, non seulement de les titulariser, mais de les mettre trop trop tôt. Mais donc malheureusement, on n'a pas autre chose, mais dans un match de cette intensité-là, il a compté sur les joueurs les plus fiables aussi longtemps que le match se déroulait, quoi. Mais à mon avis, mettre Ben Arfa et Zegrova, on aurait joué à 10, quoi. Parce qu'ils n'auraient pas eu le volume de course, l'impact nécessaire à ce genre de match, l'intensité, quoi. Je ne pense pas que Zegrova, il aurait été bouffé tout cru. La preuve, quand il est rentré, on a repris un petit bouillon juste après quand il est rentré. Donc, on peut toujours dire il rentre avant, d'accord, mais bon, encore faut-il qu'il soit prêt physiquement déjà. Julien, tes tops et tes flops dans le contexte par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Top Renato, XXL en première mi-temps, fatigué en deuxième, après seulement un quart d'heure, ce qui est normal. Ça faisait 1 mois et demi qu'il n'avait pas joué. Donc, pour rebondir sur ta question sur les remplacements, comme ça je réponds aux 2 questions. Moi, c'est ça qui m'a choqué. On ne l'a peut-être pas vu à la télé, mais nous qui avions forcément une vision large parce qu'on était au stade, plusieurs fois on le voit se retourner sur le banc et ma compréhension, en tout cas, je peux faire erreur, mais ma compréhension, c'est qu'il regarde bien le banc pour être remplacé. Et on le voit parce qu'il fait 2 dernières très grosses courses, gros dernier débordement, et quasiment il se casse la figure à la fin du débordement, parce qu'il ne tient même plus debout tellement il est cramé, quoi. Donc je pense qu'il aurait fallu le changer plus tôt.
Et donc, à partir de là, ce que vient de dire Gildas, finalement, ça fonctionne pas parce qu'il faut le remplacer. Donc après, qu'importe, Zegrova, Ben Arfa, il faut le remplacer. Le mec sait plus courir, il est cramé. Mais une première mi-temps incroyable, comme les autres, Jardim, Botman. Donc Jardim, super pour son arrêt réflexe sur sa ligne, qui est très très beau, peut-être digne de ce que pouvait faire Maignan l'an dernier, parce que c'est vraiment, là, ça y allait, quoi. Hein. Et Botman, hormis un mauvais alignement en première mi-temps où il couvre un peu tout le monde et on a une action dangereuse là-dessus, je l'ai vu en effet faire un très gros match et on se marrait à plusieurs reprises en disant il a encore pris 5 millions, il a encore pris 5 millions à chaque fois parce qu'il a vraiment eu des interventions très nettes et très fortes. Dans les flops, deux mecs dont c'est pas la faute, c'est David et Onana parce que dans ce système de jeu, c'était compliqué pour Onana qui a que 20 ans et qui était utilisé à contre-emploi. C'est difficile pour David parce qu'il n'a pas eu de ballon. Et qu'est-ce qu'il a désonné, qu'est-ce qu'il a couru encore une fois. Le mec, tu ne peux pas lui reprocher de ne pas être courageux et de ne pas faire des bornes, quoi. Mais son job, c'est de marquer des buts. Et il n'a jamais été servi. Et après, un flop pour Bamba Diallo parce que cette aile gauche, il y avait vraiment des choses à faire. J'ai vu Bamba faire des trucs magnifiques entre notre surface de réparation et la leur. Et encore une fois, à chaque fois calé dans le dernier geste, et c'était insupportable. Et il y a une stat, hein, c'est 33% de centres réussis. 4 centres sur 12. Donc, s'il faut résumer la difficulté de ce match, moi, je suis désolé, j'ai un peu Bamba dans le pif sur ce match, mais on en a parlé entre nous pendant le match. On ne le voyait pas centrer, il ratait ses centres, il ne se centrait pas du gauche, il se remettait sur le pied droit. Enfin, il n'y a rien qui allait quand il arrivait dans les 16-50, quoi. Donc, c'était vraiment compliqué. Et mon dernier flop, ça va peut-être vous surprendre, sur ce match, mon flop, c'est pour l'arbitrage français. Parce que l'arbitrage en Ligue 1, il est tellement haché. Les mecs, c'est tellement des flics qui passent leur temps avec le sifflet à faire la circulation que tu n'as jamais le rythme qu'on a eu hier. Et on a eu des joueurs lillois qui étaient asphyxiés parce qu'ils n'ont pas l'habitude de séquences de jeu aussi longues. Les séquences étaient longues et les mecs étaient cramés. De l'autre côté, tu vois des mecs de Chelsea beaucoup plus habitués à ça et qui étaient beaucoup moins dans le dur quand, sur ces longues séquences. Donc, je crois vraiment qu'on paye alors, ce n'est pas forcément un mauvais niveau de l'arbitrage français, c'est ce choix politique de la sanction systématique qui hache le jeu. C'est le fait de ne pas laisser l'avantage. Hier, on a vu un arbitre qui laissait souvent l'avantage. Et le fait de laisser l'avantage, ça a créé un jeu avec des phases de jeu très, très longues. Et donc, la fatigue qui s'accumulait. Il y a un moment, je pense que si autant de joueurs avaient des lactiques là, à la 70e et avaient mal aux jambes, parce que tu pouvais en changer 4-5 de plus à 20 minutes de la fin. Ils étaient nombreux à être cramés. Hein. Et ce n'est pas forcément ce qu'on a vu à Chelsea. Alors, les mecs qui sortent, c'est sur blessure. Ziyech, c'est sur blessure. Ce n'est pas forcément sur une fatigue physique. Quoi. Voilà, donc, moi, j'en veux un peu à l'arbitrage français qui ne nous met absolument pas dans des bonnes conditions pour aborder ce genre de rencontre. Quoi. Georges, peux-tu deviner la question que je vais te poser? Je la vois venir, ouais, vaguement. Non, je rejoins un peu. Moi, une question que je me pose par rapport à Onana, surtout, c'est cet instant précis, là, sans rien. Enfin, c'était du sans filet, quoi. Contre Chelsea, on l'a sur un poste qui n'est pas du tout le sien. C'est un gamin, rappelez, c'est pas un briscard. Onana, il est tout jeune, donc peut-être que c'était de rajouter de la pression à pression. Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'était pas bien, notamment sur le début de match. Autre flop qu'on n'a pas cité, mais son début de match est assez catastrophique. Il perd des ballons pas croyables, c'est Xheka, qui a vraiment très mal démarré le match. Après, il est un peu rentré dans le rang sans réellement se racheter. Donc, pour son début de match, je l'associerais bien au flop quand même. Et après, ouais, on les a cités. Moi, le Sanchez de la première mi-temps, c'est simple. C'est le seul joueur dont j'ai l'impression qu'il peut être titulaire dans l'équipe d'en face. Techniquement, c'est osé. On parlait de sa fameuse ouverture sur David, mais il n'y a qu'à voir dans le jeu long, il a eu une lecture du jeu qui est fascinante. Et forcément, le mec n'avait pas joué depuis 15 jours, donc en deuxième mi-temps, il a sombré physiquement. Mais sur sa première mi-temps, il est exceptionnel. Et puis Botman aussi. Botman très très fort, très grand match. Puis après, voilà, le top flop frustrant, vous l'avez évoqué, c'est Bamba. Bamba qui fait des choses magnifiques sur le terrain, mais au bout du compte, en termes de finalisation, ça n'a mené à rien. Et c'est terrible quand on voit quand même le potentiel qu'il a, quoi, parce que techniquement, il a été très bon aussi. Il a su des fois éliminer plusieurs joueurs en face, faire des trucs, et puis au final, ouais, le dernier choix n'était jamais le bon.
Alors, Il a fait du beaucoup, Bamba. hein. Je voulais rajouter un top quand même aussi, on n'en a pas parlé, mais en complémenté, c'est Kovacic qui a quand même Chelsea aussi, qui m'a fait une grosse impression, quoi. Ok. Gildas, tu voulais dire quelque chose? Moi, je dis Bamba fait du Bamba, finalement. Ouais. Voilà. On C'est découvre un pas ce peu un soir, joueur, hein. c'est un joueur PlayStation et alors, Voilà. ça fera peut-être pas plaisir aux jeunes qui nous regardent ce soir, mais moi j'avais des mecs de 18-20 ans qui étaient là avec des grands yeux, qui regardaient Bamba, ah c'est formidable cette qualité de dribble, ce débordement, mais au final ça donne quoi? Il a donné combien de bons ballons ex-Wata pour marquer des buts? C'est quand même ça ce qu'on lui demande. Tout à Donc fait. évidemment c'était joli, c'est joli Mhm. des dribbles, mais ce qui est joli c'est le dribble efficace, c'est pas le dribble dans le Ouais. vide. Donc à partir du moment où tu arrives dans les 20 derniers mètres et tu ne sais rien faire du ballon, Mm. moi, je sais pas, je dois être de la vieille école, mais moi, ça me fait pas bander, en fait. Mais j'aurais bien voulu voir un petit Koné sur ce match-là. Je sais pas vous, peut-être. Baptiste marre parce que Baptiste bande sur ce genre de joueur. C'est du joueur PlayStation. Je joue pas à la Ouais. Play. Non, Ça bah mène à rien. moi non plus. Moi Voilà. non plus. Non, après, enfin, vous parlez de Bomba, ok, mais j'ai trouvé quand même, on va le dire, une nette amélioration par rapport à ce qu'il fait en Ligue 1. Alors certes, je suis d'accord avec toi, Julien, il y a jamais ce truc en plus qui fait, qui va tirer, etc. Mais il y a quand même, on peut le dire, une nette amélioration. S'il continue sur cette partie, ça peut être pas mal. Bon, sur ces considérations, Non, il peut en effectivement. faire 20, il peut faire 20 dribbles de plus. Il peut faire 20 dribbles de plus. S'il ne donne pas de bons ballons à ses attaquants, ça sert à rien. Ouais, mais Mais, l'avantage, c'est qu'il les a réussi, ces dribbles, alors qu'en Ligue 1, même contre Metz, face à des défenseurs qui jouent au bateau en N3, il les a réussi, il les a pas réussi. Donc ça montre quand même une marge mais de progression. pourquoi faire? Il n'a pas le geste juste. Ce qui a Il peut manqué être futsal, dans ce match alors. contre Chelsea, c'est le geste juste au bon moment. Voilà. Et il n'y a aucun joueur. Alors lui, c'est une caricature, Bamba. La fameuse justesse qu'on évoquait tout à l'heure, des beaux gestes, mais qui ne sont pas efficaces et qui ne se traduisent pas par des occasions de but. Pour terminer ce point très fourni, alors, moi je voudrais rajouter, on l'a dit tout à l'heure, mais en top hein, pour les Lillois, ce que France Bleu décrivait comme le meilleur Lillois du match, c'était le public, hein, le public lillois qui était remarquable. J'allais dire comme d'habitude, à une tribune en feu, et en tout cas on a pris énormément de plaisir à y être et à bénéficier finalement de cette collectivité lilloise, de ce peuple lillois, comme on dit, qui était extrêmement dynamique, à la fois dans l'avant-match, dans le match, et puis pour ceux qui sont restés à Londres, dans l'après-match. Mais rappelons que le football populaire en Angleterre est mort depuis 20 ans et qu'à United, on les a pliés, à Liverpool, on les a pliés, à Stamford Bridge, on les plie parce que c'est un public de personnes qui sont capables de mettre 150, 200 euros dans un billet. Et forcément, bah, le public populaire n'étant plus là, le public de base, le public qui chante, eh ben, il n'est plus là non plus. C'est ça aussi l'explication. Et c'est pas enfin, en tout cas, moi, c'est pas un football qui me fait rêver, quoi. Je vous propose, donc, pour terminer ce tour du match de Chelsea, de vous poser à tous, et on fera, vous nous donnerez votre réponse au fur et à mesure, une seule question. La question, est-ce que, selon vous, la qualification est encore possible ou alors plafond de verre, on n'y arrivera pas, l'écart est trop important? Mathieu, qu'est-ce que tu penses des chances lilloises pour la qualification en quart de finale? C'est dur comme question quand tu es supporter, tu y crois toujours, quoi. Après, quand tu es réaliste, Je ne pose pas que des questions à la con. Hein. ouais. Bah, ça va pas être du gâteau, quoi. Je l'ai cherché, celle-là. Je l'ai cherché. Baptiste, est-ce que tu y crois encore ou c'est mort pour toi? Non, pour moi, il y a la place sur le match qu'on a vu hier. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu Lille. On n'a pas vu Lille aller tirer parce qu'honnêtement, il y avait quand même, je pense, de la place d'aller mettre un but. Et c'est vrai qu'on aurait peut-être pas eu cette réaction si jamais il y avait eu que 1-0 ou 2-1. Donc pour moi, clairement, alors certes, la chance de Lille, elle est à la cote de tête à 100, mais pour moi, il y a toujours la place, surtout face à un public qui était très fort à Chelsea, mais va être encore plus, je pense, à Lille. Donc clairement, pour moi, va jouer crânement sa chance. Gildas, est-ce que tu y crois encore? Écoute, moi, j'y croyais déjà pas beaucoup, voire pas du tout au tirage. Donc, je vais pas c'est pas le match aller où on a vu l'écart de classe entre les deux équipes qui va me faire penser le contraire. Cela dit, quand tu es supporter, que tu vas au stade,
Il y a 2-0. Bah écoute, ce jour-là, j'y croirais un tout petit peu quand même, hein. Et puis on ne sait jamais comment peut se dérouler un match, mais malheureusement, la raison me fait dire que la marche est trop haute. Julien, est-ce que pour toi, c'est mission impossible ou est-ce qu'on peut espérer croire à une remontada des Lillois face à Chelsea au match retour? Je crois au miracle, j'ai la foi. Donc, je réponds oui. Eh bien, écoute, Christophe, je te vois sourire. Est-ce que toi, tu as la foi? Le micro est fermé. Tu as peut-être la foi, mais en tout cas, tu n'as pas la voix. Voilà. Il y a le cœur et la raison, et la raison me dit que non. Georges, est-ce que tu y crois encore? Alors, en souvenir de Metz-Barcelone 84, Bordeaux-Milan 96, je dis que c'est des trucs qui arrivent de temps en temps. Donc, oui, on va y croire. Mais sincèrement, s'il se qualifie, l'émission du bistrot qui suit, je l'ai fait à poil. Wow. On se rase tous la tête. Mais bon, Ouais, moi, je me laisse pousser les cheveux. Je tiens à rassurer tous les auditeurs que si on, par miracle ou par talent, on venait à se qualifier et qu'on devait faire l'émission du bistrot à poil, il n'y a aucun risque que vous soyez gênés parce que les plans sont vraiment très serrés sur les têtes. Hein, donc, il n'y aura pas de censure, en tout cas, au bistrot d'Allez le LOSC, n'est-ce pas, Christophe? Alors, pour terminer sur ce tour de table, je vais vous donner... je vais vous raconter un échange qu'on a eu à la gare de Londres, à Saint-Pancras, avec des Yendins qui étaient là, qui prenaient le même Eurostar que nous, et qui prédisaient finalement une victoire lilloise à la Lille-Bordeaux il y a déjà quelques années, où ils voyaient au prochain match Chelsea mettre le premier but, et ensuite une remontada lilloise avec un 3-1 qui nous amenait finalement au penalty. Voilà, donc ça, on signe tout de suite, hein, je suppose, hein, sur ce scénario, on est tous d'accord. Je vous propose de terminer cet échange sur le match contre Chelsea et de finir l'émission. Il est déjà 21h40. On a été assez bavard sur le prochain rendez-vous du LOSC en championnat. Un choc du championnat entre finalement deux équipes qui font la course à l'Europe, enfin qui essayent de faire la course à l'Europe. Donc Lyon et Lille, donc un match à Lyon. Que faut-il penser de ce match? Comment vous le voyez? Est-ce que c'est un rendez-vous qui est extrêmement important finalement dans la future course à l'Europe? C'est peut-être notre dernière chance de pouvoir encore espérer. Écoute Mathieu, j'ai toujours commencé par toi. Je vais continuer de la sorte. Comment tu le vois ce match? Est-ce que tu penses, par exemple, qu'il faut faire tourner l'équipe? Est-ce que tu penses il faut au contraire continuer à appuyer pour essayer d'obtenir un résultat? Non, moi je pense qu'il faut juste peut-être se servir un peu de l'équipe en revenant sur un vrai 4-4-2, en se servant des joueurs qu'il y avait. Je pense que après, bon, je sais pas comment Renato va se sentir par rapport au match qu'il a effectué. On sait qu'il est quand même un peu fragile, mais je pense que contre surtout une équipe contre Lyon, pour moi, c'est un joueur qui est indispensable. Et après, oui, si on perd ou même un match nul contre Lyon, après pour l'Europe, ça va vraiment être compliqué. Donc c'est un match charnière, voilà, en se disant bon bah si on perd celui-là, on va finir dans le groupe mou des 10e de la Ligue 1 et si on gagne contre Lyon, bah tout derrière, ça peut être possible, quoi. Tout peut être possible pour qu'on puisse revivre l'Europe l'année prochaine. Voilà. Baptiste, alors ce match, est-ce qu'il est important dans la future destination du LOSC, ventre mou ou Coupe d'Europe? Je pense qu'il est très, très, très important déjà au niveau du classement pour l'Europe. Lille est 11e avec 36 points. Le podium est à 45 points, donc 9 points d'écart. Mais hormis le classement, il y a vraiment 7 équipes qui se tiennent à 3-4 points parce que le 11e est à 36 points et
et Strasbourg on a 42, donc ça fait 6 points d'écart. D'ailleurs, Montpellier qui est devant nous affrontera Rennes qui est devant nous, Strasbourg qui est devant nous affrontera Nice qui est devant nous, donc c'est le moment de reprendre des points. Lille qui est 11e, qui affrontera d'ailleurs Lyon qui est 8e, donc en cas de victoire, il pourrait passer devant les Lyonnais, donc ça va être très 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 important, il faut vraiment gagner ce match. Je rappelle la statistique, on n'a pas vu Lille perdre face à Lyon depuis le 18 novembre 2016, et à l'extérieur, donc c'est-à-dire à Lyon, on n'a pas vu Lille perdre depuis 2014, donc on espère que cette série sera bonne. Moi, en tout cas, ce que j'espère, c'est vraiment une victoire, parce qu'un match nul serait presque une contre-performance et un adieu à l'Europe. Gildas, qu'est-ce que tu attends de ce match? Est-ce que tu le crains? Ou est-ce que finalement tu espères que le LOSC pourra rebondir pour réenclencher la 3e ou la 4e dans cette course à l'Europe? Paradoxalement, c'est le genre de match où on répond souvent présent, donc je ne suis pas trop inquiet. Par contre, je suis inquiet par le fait que l'équipe, à mon avis, va être très entamée physiquement. Donc, il sera important de mettre un peu de sang frais. Moi, j'aimerais bien voir Zegrova, par exemple, mettre Bamba, faire souffler Bamba. Enfin, Zegrova, jusqu'à preuve du contraire, sera suspendu, sauf s'ils arrivent à annuler son carton rouge. Ah oui, exact. Et ça se décide demain, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Monsieur Big Data nous opine et confirme de la tête. En tout cas, essayer de mettre un peu de sang frais, parce que ça, à mon avis, ça va on va un peu payer physiquement l'énergie dépensée contre Chelsea. C'est un déplacement qui nous réussit assez bien. Et effectivement, si on ne gagne pas ce match contre Lyon, la fin de saison va être très très longue et se résumera à battre Lens pour le derby en fin de saison. Parce que là, à mon avis, pas de victoire, pas de coupe d'Europe, ce sera définitif. Donc, qu'est-ce que j'attends de ce match? De voir un LOSC qui joue enfin sur ses qualités à l'extérieur. Être bon en transition, et Lyon à domicile a pas mal de difficultés à faire le jeu, donc on peut très bien tirer notre épingle du jeu, à mon avis, à condition de ne pas faire de compos fantaisistes et d'apporter un peu de sang frais et de ne pas titulariser Bourak, pour moi. Voilà, c'est mon avis. Georges, les clés de ce match et qui représentent peut-être les clés de la fin de saison pour le LOSC. Alors, cette fin de saison, ce qui est intéressant, on évoquait la saison dernière, la course à l'Europe, c'était un circuit de Formule 1, ça a foncé. Cette année, j'ai l'impression de voir une course en déambulateur, tellement ça freine. Marseille qui est encore battu par Clermont, on a vraiment l'impression que cette année, Paris se balade tout seul, non pas parce qu'ils sont très forts, mais parce que derrière, ça fonctionne au ralenti. Alors, il y a certaines équipes qui ont quand même un déambulateur à roulette, ce qui n'est plus notre cas. Nous, on est vraiment sur le déambulateur sec qui fait qu'on stagne énormément. Donc, moi, c'est ce que je me dis, c'est que tout est envisageable à partir du moment où devant, ça ne se détache pas, où il reste donc la possibilité d'envisager une place européenne de par le fait que devant ça fonctionne au ralenti. Mais je pense qu'il faudra un moment, il faudra mettre ce coup de rein et gagner ces matchs. Baptiste évoquait l'idée de la bonne opération qu'on pouvait faire. On aurait pu faire une opération magnifique si on avait battu Metz, quoi. Au final, on a juste repris un point sur Paris dans la course au titre. Alors, Julien, est-ce que pour toi, le LOSC déambule à sec ou à roulette? C'est le débat. Ton micro, Julien. Je suis de l'avis de Gildas, c'est le genre de match que les joueurs aiment bien. Ils vont être entamés physiquement, c'est vrai, mais il y a quand même 4 jours de repos puisqu'on va jouer dimanche et on est, si je ne dis pas de bêtises, Lyon on est joue jeudi. de 20h45, c'est ça? Et Lyon joue demain en Coupe d'Europe. Non, il n'y a pas de Coupe d'Europe pour Lyon Lyon. En fait, ils sont qualifiés directement pour le tour suivant. En fait, donc il y aura un vrai avantage physique pour les Lyonnais. D'accord, oui. Donc, il y aura plus de fraîcheur côté lyonnais, mais on n'est pas non plus à jouer tous les 3 jours, tu vois, puisqu'on va jouer le dimanche soir, donc c'est pas mal. Après, attention, Lyon est sur un gros rythme. Sur 2022, c'est 4 victoires, 2 nuls, 1 défaite. En l'occurrence, ils battent Marseille, ils font nul contre Paris. Ils sont loin d'être ridicules. Il y a eu le faux pas contre Monaco, mais Monaco, on sait que c'est une équipe surprenante qui peut gagner comme perdre à tout moment. Donc, pour moi, ce n'est pas réellement représentatif. J'ai du mal à trouver mes mots. L'Angleterre, ça vous fait du mal. Tu as trop de mousse de bière entre les dents, c'est pour ça.
C'est ça. Et donc voilà, donc cette équipe de Lyon, elle me fait peur, mais je pense que ça peut être un sommet de la Ligue 1. Ça peut être un très beau match parce que ouais, c'est le genre de match qui motive les mecs. Et s'ils jouent comme hier, ça va donner un très très beau match de Ligue 1. J'ai même plus envie de. J'ai pas forcément envie de parler de la course à l'Europe parce que on sait que la course à l'Europe, dans notre position, ça passe par une série de 6 victoires, par exemple, pour prendre 18 points d'un coup, remonter. Là, moi, cette saison, j'arrive plus à la voir. Là, la saison la série de 6 victoires, alors j'espère me tromper, hein, mais bien sûr que j'espère me tromper, mais sur des éléments objectifs, j'arrive pas à imaginer une série de 6 victoires. Christophe, on va terminer par toi. Qu'est-ce que tu penses de ce match? Qu'est-ce que tu en attends? Mathieu a commencé tout à l'heure en évoquant le problème du ventre mou. Je pense qu'on va vraiment finir ventre mou. Alors, c'est peut-être la fatigue du déplacement, un peu comme Julien. Je le sens pas bien. On a une équipe qui ne nous réussit pas forcément. On gagne pas beaucoup chez eux. On fait souvent match nul contre cette équipe de Lyon. Ils ont un super gardien que je ne supporte pas, mais qui est très très fort. Je ne citerai pas son nom. Voilà, je suis très, très Voldemort. inquiet. Voilà, je suis inquiet. Je suis vraiment inquiet. On n'y arrive pas contre Paris, on n'y arrive pas contre Metz, on n'y arrive pas contre Chelsea. On va réussir contre Lyon, oui, pourquoi pas. Ouais. Alors, Là-bas, on gagne assez souvent quand même, je pense. Dernière On gagne saison. assez souvent, on gagne assez Les- souvent, mais cette année, on ne gagne pas. Donc Ouais. là-bas ou ailleurs, voilà. Ah oui, non, c'est cette les- année. Mais on peut Je crois gagner que à les- Lyon et faire nul contre Les Clermont. Hein, c'est 6 derniers pas déplacements à tranquille. Lyon, je crois que c'est 5 victoires et 1 nul. Hein. Ouais, Ça. ouais. Oui, mais Les 5 on derniers. n'a pas joué là-bas encore cette année, et vu notre prestation à l'extérieur Ah, ouais. cette année, on ne gagne pas à Clermont non plus. Hein, voilà. Enfin, si tu veux, on peut en trouver plein d'autres comme Ah, ça. Et ils n'ont pas Lopez à Clermont, donc voilà. Non, là, je suis en pleine déprime, excusez-moi. tu as prononcé le nom de Voldemort, c'est pas bien. Oui, j'aurais dû dire. Je disais que Christophe allait être le dernier à intervenir, mais Baptiste veut avoir le dernier mot. Tu as quelque chose à rajouter? Ouais, si je peux me permettre, parce que Julien parlait voilà, au niveau de la fraîcheur des joueurs, mais j'ai l'impression que Lyon va limite être plus désavantagé que nous, parce qu'on sait que, voilà, que Lille a joué Chelsea, mais quand je regarde le calendrier qu'a eu Paris, alors hormis, il y a eu, qu'a eu Lyon, pardon, hormis trois, il y a eu quand même donc Paris, un derby contre Saint-Etienne, un match contre Marseille, un match contre Monaco, un match contre Nice, un match contre Lyon, et là maintenant, un match contre Lille. Alors ils pourront se reposer la semaine prochaine contre Lorient, ils reprendront déjà contre Rennes, donc je pense que c'est clairement le moment de les affronter, parce que pour moi, ils vont se relâcher honnêtement, parce qu'ils ont quand même affronté des gros cadors du championnat. Alors malheureusement, ils se sont imposés plusieurs fois, mais là, ils vont quand même avoir une certaine fatigue, je pense. Et je pense que Lyon, c'est un peu la mentalité lilloise, tu vois. Capable de se transcender pour les grandes rencontres et tu vois, un peu moins dedans. Moi j'arrive à concevoir qu'on ait un sommet et qu'on ait un très beau match dimanche soir. Bon, sur cette dernière parole qui a été fort disputée, encore plus que peut-être le match Lyon contre Lille dimanche prochain, je vous propose de terminer cette émission. D'abord en remerciant Mathieu, notre invité. Donc merci Mathieu pour cette première expérience. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Bah écoute, tu vois, je suis resté jusqu'au bout, donc... Tu ne t'es pas endormi? Non. Bon. Non, mais écoute, merci à vous, merci, c'est super. Enfin, c'est toujours plaisant de parler de sa passion et qui nous anime tous. Donc, non, merci vraiment à vous, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté Et vous m'invitez l'invitation. quand vous voulez. Et puis merci de ton initiative, hein, donc qui a en tout cas rencontré un succès auprès de nos internautes. Hein, donc n'hésitez pas à aller chercher les dernières boîtes qui restent, hein, donc dans les boulangeries Mathieu. On laisse toutes les coordonnées dans notre communication d'après émission. Je voulais. Et pour Pâques, on va faire des œufs LOSC, des œufs en chocolat LOSC. Pour les amateurs de chocolat. C'est une très bonne nouvelle, pas forcément pour mon ventre mou personnel, mais c'est une très bonne nouvelle. Merci aux piliers du bistrot, merci donc à Baptiste pour... Si je peux me permettre, François. Il veut vraiment le dernier mot. Non, mais juste avant la fin de l'émission, je pense que c'est important de remettre une dernière fois les faits. J'aimerais tant revoir cette animation, s'il te plaît. Ah oui, je les reveux. Faut bien finir. J'aime quand je vous fais rêver. Elles sont des grosses fèves quand même. Hein.
Ils ont l'air grosses, Ah, non magnifique. Je ne sais pas si elles sont en taille réelle, mais Ça a l'air. en tout cas, vous pourrez tirer les rois du LOSC avec ces fèves dans une galette que vous irez acheter chez Mathieu. Donc voilà, donc Sur l'échelle de Renato, qui est la nouvelle échelle. C'est des grosses fèves ou pas des grosses fèves? Oui, et pour l'année prochaine, il y aura certainement un moule spécifique pour les fèves Renato Sanchez, mais on y reviendra à ce moment-là. Du coup, tu fais que le short sans le maillot, quoi. Voilà, on vous la présentera en exclusivité à Mathieu. Tu sais, Tu avais la fève Malouli présenter. aussi où tout le monde avait gagné. Donc, merci. Je sens que ça part en sucette cette fin d'émission. Merci donc. On va faire des sucettes, justement, LOSC. Ça tombe bien que t'en parles. Je croyais que tu allais dire des sucettes Renato Sanchez. Oh non. Merci Julien, notamment pour cette dernière brillante intervention. Merci. Merci Gildas d'avoir participé à cette émission. Merci François, merci à tous. Bonne soirée à tous. Merci Christophe d'avoir résisté à l'envie d'aller te coucher après ce long déplacement. Merci François, bonsoir. Et merci Georges de nous avoir rejoints malgré ton agenda extrêmement important aujourd'hui. Je voulais remercier toutes les personnes qui nous suivent régulièrement, qui sont intervenues sur les réseaux sociaux. On n'a pas pu citer tout le monde. Il y a eu beaucoup de réactions. Alors, j'en ai une, je vais vous la donner vraiment pas. C'est une petite cerise sur le gâteau. C'est Damien Boone qui nous fait ce pronostic à la Lapalisse, qui nous dit que, on l'interroge sur les chances de Lille de se qualifier, il nous dit que Lille se qualifiera s'il bat Chelsea 3-0. Et là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est tellement vrai. Donc, on vous donne rendez-vous en tout cas à la semaine prochaine avec donc une nouvelle émission donc qui débriefera le match de Lyon et le prochain match en championnat qui se déroulera de mémoire contre Clermont, on l'a évoqué tout à l'heure. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Comme chaque semaine, on est tous allez le LOSC. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Allez. Au revoir. Bonne soirée. Salut.